Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre un colloque organisé ici au Sénat sur le bicamérisme à la française. Le bicamérisme est-il un enjeu pour la démocratie? Alors avec nous, pour en parler, le sénateur Jean-Pierre Sueur, le président socialiste de la commission des lois. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'objet de ce colloque? Le colloque parle du bicamérisme. Nos concitoyens vont se dire: qu'est-ce que c'est que cela, le bicamérisme? C'est le fait qu'en France, depuis très longtemps, il y a deux assemblées. L'Assemblée nationale, le Sénat. Et certains disent: mais on pourrait peut-être faire des économies et n'en avoir qu'une. Je ne le pense pas. Il n'y a eu que quelques années en France, lors de la Révolution de 1848, où il n'y a eu qu'une seule assemblée. Mais depuis très longtemps, il y a deux assemblées, comme c'est le cas dans toutes les grandes démocraties. Mais c'est vrai, pardon, que le système aujourd'hui est assez, on va le dire, décrié. L'existence même du Sénat est parfois remise en cause par certains. À tort, à mon avis. Dans toutes les grandes démocraties, que ce soit les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., il y a deux assemblées. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est premier dans une république? On me dit souvent: c'est le président de la République. Je dis non. Le président de la République a beaucoup de pouvoir, bien sûr. Mais ce qui est premier dans une république, c'est la loi. Toute ligne de la loi, tout mot de la loi s'applique à tous les Français. Et les lois, contrairement à ce qu'on dit souvent, durent longtemps. Voyez-vous, une loi comme la loi de 1901, elle a créé le régime des associations en France. Il doit y avoir aujourd'hui 1 200 000 ou 1 300 000 associations loi 1901. Ce qui fait que les sénateurs et les députés qui ont fait la loi de 1901, ils ont eu raison de prendre du temps pour faire cette loi, parce qu'elle a duré très longtemps, elle dure toujours et elle s'applique à 1 200 000 ou 1 300 000 associations. La loi, elle s'applique à tout le monde. Lorsqu'il y a une loi sur les retraites qui est votée, le lendemain, tous les gens viennent me voir en disant: et alors moi, quand vais-je partir? Dans quelles conditions? Si vous avez une loi sur la sécurité sociale, le lendemain, est-ce que ce médicament va être remboursé? Les journées d'hôpital, etc. Autrement dit, la loi, le code de la route, vous savez que c'est une loi. La loi, c'est le quotidien de chaque Français. C'est le quotidien de chaque Français. Et pour cela, on a besoin d'être... Et depuis le matin jusqu'au soir, on est toujours régi par la loi. Alors, le problème est le suivant. Si vous avez une seule assemblée, vous avez une lecture dans une assemblée. Mais ça ne suffit pas du tout. Parce que la Constitution prévoit qu'une loi, elle arrive par exemple à l'Assemblée nationale, qui l'examine, qui fait un texte. Ce texte revient au Sénat, qui l'examine, qui fait un texte. Puis ça revient à l'Assemblée nationale, qui travaille sur le travail du Sénat. Puis ça revient au Sénat. Alors ça pourrait continuer comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin. Mais en vérité, le gouvernement a la faculté de convoquer une commission mixte paritaire. Qu'est-ce que c'est qu'une commission mixte paritaire? C'est une commission dans laquelle il y a 7 députés, 7 sénateurs dans une salle, et ils doivent se mettre d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, ça recommence, la navette. S'ils se mettent d'accord, il faut que ça revienne au Sénat, à l'Assemblée, etc. Mais vous allez me dire, c'est très long. Mais il est normal que ce soit long. Parce que la navette, ce qui fait qu'on va d'une assemblée à une autre, de l'autre à la première, de la première à la seconde, c'est ce qui fait qu'au fil de ces séances, au fil du temps, la loi se polit, elle s'améliore. Vous savez, la loi, elle n'est pas faite par les juristes, elle est faite dans le feu du débat. Elle est faite dans un processus que je qualifierais de discursif. Et le problème, c'est de passer du discursif, du débat, au normatif. Et pour arriver à une loi qui soit bonne, qui soit belle, qui soit bien faite, qui soit intelligible, il faut du temps.
Et les navettes où on va d'une assemblée à l'autre et de l'autre à la première et ainsi de suite, c'est exactement comme la mer qui polit le galet. C'est-à-dire que peu à peu, la loi se fait, elle s'écrit comme une norme qui va s'appliquer parfois pendant 10 ans, parfois pendant 50 ans, parfois pendant 100 ans, parfois davantage, à tous les Français. Donc s'il n'y a pas deux assemblées, tout ce travail est impossible. Et c'est pourquoi, dans toutes les grandes démocraties modernes, il y a deux assemblées. Et c'est pourquoi il y a ce colloque au Sénat, pour insister, expliquer aux Français que ce n'est pas perdre de l'argent, c'est se donner les conditions pour qu'il y ait de bonnes lois, un bon contrôle aussi sur l'action du gouvernement. Et donc un bon fonctionnement démocratique. Confiance à deux assemblées. Monsieur le sénateur, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Voilà, et je vous propose donc de suivre tout de suite la suite des débats autour du bicamérisme, direction la salle Clémenceau. Avec le président Claude Bartolone, que je salue très amicalement ce matin, j'ai donc l'honneur d'ouvrir ce colloque du GEVIPAR, pour lequel il va falloir que je donne quelques indications sur la signification. Ce colloque sur le bicamérisme. Donc le GEVIPAR, c'est le groupe d'études sur la vie parlementaire. Il a été créé il y a quelques années par l'Assemblée nationale, le Sénat et Sciences Po. Le colloque donc, qui nous réunit aujourd'hui, d'une certaine manière, est la réactivation d'une réflexion déjà ancienne, puisqu'il y a 4 ans, à l'Assemblée nationale, un colloque avait eu lieu sur le thème de l'opposition parlementaire. Je veux remercier, bien sûr, ceux qui ont organisé ce colloque et ceux qui aussi ont bien voulu présenter leurs contributions ou participer à nos travaux, qu'ils soient professeurs de Sciences Po, universitaires, parlementaires, journalistes des chaînes parlementaires, et je salue les deux présidents présents ce matin, sans oublier, j'allais dire, notre ministre, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, qui conclura cette journée. C'est un fin connaisseur de la vie parlementaire, même si sa culture est moins sénatoriale qu'Assemblée nationale. Mes remerciements vont bien sûr à tous ceux qui ont permis que ce colloque puisse se tenir dans de bonnes conditions, les administrateurs du Sénat, de l'Assemblée nationale, les responsables de la communication, et vraiment, je veux les remercier pour les efforts qu'ils ont dû faire. C'est un thème qui, j'allais dire, nous convient très bien et me convient très bien. C'est la manière dont il est libellé. Le bicamérisme à la française, un enjeu pour la démocratie. Qui aujourd'hui pourrait douter qu'il y a un lien direct entre le bicamérisme et la démocratie? Le bicamérisme en France, c'est 2 siècles d'histoire, 2 assemblées, on l'a souvent dit, c'est plus de parlement, et plus de parlement, je le crois, j'en suis persuadé, c'est plus de démocratie. Je ne vous surprendrai pas, en tout cas le président du Sénat peut pas, je crois, ne peut pas vous surprendre de ce point de vue-là. Je vais tâcher de vous montrer que 2 chambres, ce n'est pas de trop, et que notre histoire républicaine est intimement liée à l'évolution du bicamérisme en France. Chacun peut avoir son point de vue, et ce point de vue-là, cette conviction pour le bicamérisme, c'est une idée très forte qui m'anime depuis mon plus jeune âge, j'allais dire, depuis mes études universitaires, bien avant que j'ai eu à l'esprit, que je puisse avoir à l'esprit d'être un jour sénateur et encore moins président du Sénat, tous pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. On cite souvent Victor Hugo lorsqu'on parle du bicamérisme, mais il faut savoir qu'il a été dans un premier temps un farouche opposant du Sénat, mais opposant du Sénat conservateur, et il s'était d'une certaine manière ravisé avec cette très belle phrase de Victor Hugo: « La France gouvernée par une assemblée unique, je le cite, c'est l'océan gouverné par l'ouragan. » Certes, nous le savons tous, c'est un peu le lot de ce que certains appellent la seconde chambre, ou la chambre haute, d'être souvent, toujours et encore aujourd'hui, la cible de critiques de tout genre, venant de toutes directions. Admettons que pour certaines, elles sont justifiées, et alors c'est à nous d'y répondre, mais le plus souvent, des critiques injustes, délétères parfois, j'ai eu à le constater et j'ai eu à y répondre.
et quelquefois aussi dangereuse pour la démocratie parlementaire, car je crois qu'il faut en être bien conscient, l'anti-bicamérisme n'est la plupart du temps que l'antichambre de l'antiparlementarisme tout court, alimenté, vous le savez bien, par la facilité, la démagogie, ce que l'on appelle parfois, mais le terme ne me paraît pas tout à fait approprié, le populisme ou les populismes de tous bords. Nous avons donc le devoir de préserver ce bien précieux qui nous a été légué par notre histoire et notre tradition constitutionnelle, mais pas simplement pour cela, tant il est vrai que notre pays n'a connu, dans le fond, que 2 expériences monocamérales qui ont été d'ailleurs brèves et qui se sont toutes les 2 très mal terminées. La première par la terreur, la seconde par le coup d'État du 2 décembre 1851. Je voudrais mettre en avant les avantages et les atouts du bicamérisme. Beaucoup d'entre vous ici les connaissent bien. D'abord, le double examen des textes législatifs grâce à la mécanique de la navette, avec bien sûr comme objectif la qualité de la loi et un meilleur respect de la démocratie. La loi est une norme trop importante pour être examinée par une seule assemblée, sans dialogue, sans contradiction, et il m'arrive de le dire assez souvent, de manière forcément expéditive. Double regard aussi sur l'action du gouvernement, puisqu'à des degrés divers, l'exécutif est responsable à la fois devant l'Assemblée nationale, on le sait bien, mais aussi devant le Sénat, et je crois qu'il y a là une garantie supplémentaire pour la démocratie. En digne héritier de Montesquieu, nous aimons que le pouvoir arrête le pouvoir, d'où notre attachement républicain à ce juste équilibre. Telle est la finalité essentielle, résumée trop rapidement, du bicamérisme, qui institutionnalise le dialogue entre les 2 assemblées, qui permet la conciliation des points de vue et la recherche de solutions qui soient la meilleure expression possible de la volonté générale. Nous le constatons tous les jours, et Claude Bartolone pourra en témoigner, au Parlement, nul ne peut avoir raison tout seul. Le bicamérisme, j'en suis aussi profondément convaincu, et à l'usage, est un gage d'efficacité de l'action publique. Comme l'affirmait Jean Jaurès, qui n'en était pas convaincu dans les premiers temps de sa vie politique, mais il l'a affirmé dans la dépêche du 18 janvier 1889, le bicamérisme est utile, soit, et je le cite, pour prévenir les violentes secousses d'opinion, soit pour donner une base suffisante au pouvoir exécutif, qui, ne reposant que sur une chambre, vacillerait tous les jours. Fin de citation. Je crois que le bicamérisme offre enfin l'avantage d'une double représentation du citoyen, représentation directe du Palais Bourbon, indirecte au Palais du Luxembourg, par l'intermédiaire des collectivités territoriales de la République. C'est là la différence. C'est cette différence de mode d'élection qui constitue la principale spécificité du bicamérisme à la française et qui fonde la complémentarité entre nos 2 assemblées. Cette complémentarité, elle résulte également d'un calendrier électoral à des rythmes différents pour chaque assemblée. À la différence de l'Assemblée nationale qui vit d'une certaine manière une symbiose avec le gouvernement, symbiose parfois qui peut s'approcher de la confrontation, mais tout de même au rythme du gouvernement, le Sénat voit son rôle institutionnel évoluer en fonction de sa composition politique. Ici, les majorités ne s'imposent pas, elles se construisent. C'est ainsi que le Sénat a passé une large partie de son existence, je parle devant des experts, depuis les débuts de la Ve République, dans l'opposition ou dans l'adversité, d'abord au général de Gaulle, et vous savez le rôle qu'a pu jouer Gaston Monnerville, mais aussi au président François Mitterrand, quand il fut dans ses fonctions, au Premier ministre Lionel Jospin, et même lorsque la majorité sénatoriale rencontrait celle de l'Assemblée nationale, dans un temps assez récent, et donc celle du gouvernement, il n'a pas été rare que le Sénat s'oppose à l'exécutif, il n'a pas été rare qu'il conteste ses choix et qu'il propose des alternatives. Il en a d'ailleurs parfois payé le prix. J'évoquais Gaston Monnerville et le général de Gaulle. Beaucoup ici pourraient expliquer de quelle manière le Sénat a été traité au début des années 60, puisque les ministres avaient pratiquement la consigne de ne pas venir au Sénat, et seul le ministre en charge des relations avec le Parlement
assister aux séances qui étaient indispensables. Et donc le gouvernement, l'exécutif, avait quasiment déserté cette Assemblée. Et d'une certaine manière, le Sénat, peut-on dire, a été mis dans cette période en quarantaine. Je sais qu'il y a ici des observateurs particulièrement éclairés qui vont s'exprimer dans les ateliers qui vont suivre. Ils pourront expliquer ce que fut cette période qui est intéressante aujourd'hui à regarder. C'est clair que le Sénat a souvent eu un comportement plus remuant, plus indépendant, mais le président Bartolone donnera son point de vue que l'Assemblée nationale, on a même dit, pour une Assemblée des sages, que le Sénat avait toujours été l'enfant terrible de la République. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais elle est souvent prononcée par les temps qui courent. Alors, certains peuvent tirer de ce constat des conclusions rapides, et notamment des reproches, et voir dans notre Assemblée une chambre qui, dans le fond, serait totalement ingouvernable. Moi, au contraire, j'y vois une force. À ceux qui, parfois, semblent avoir un peu la mémoire sélective, la mémoire courte, je voudrais rappeler que c'est grâce à cette indépendance d'esprit que le Sénat, à de nombreuses occasions, a pu défendre les libertés publiques. Je ne vais citer que quelques cas, d'autres seront certainement évoqués dans le cours de la matinée, que ce soit lorsque le Sénat s'est rallié, dans le fond, au président François Mitterrand pour abroger la peine de mort en 1981, ou plus récemment, en s'opposant à ce que les Français naturalisés puissent être déchus de leur nationalité s'ils étaient condamnés pour un crime. En 2011, on peut considérer qu'un événement s'est produit, le basculement du Sénat à gauche. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase et je considère que ce qui s'est passé en octobre, le 1er octobre 2011, a, de ce point de vue-là, parfaitement légitimé le Sénat. Nous sommes rentrés dans une phase inédite dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois depuis 1958, même si l'expérience et la présidence du président Gaston Monnerville doit être examinée comme il se doit, le Sénat a connu une véritable alternance entre la droite et la gauche, d'ailleurs comme 30 ans auparavant l'avait connu l'Assemblée nationale. Pour autant, on a bien compris que la majorité sénatoriale actuelle de 2011 était différente de la majorité gouvernementale élue en 2012 à l'Assemblée nationale. C'est parfois un peu difficile de devoir se répéter systématiquement, y compris devant des observateurs avisés, pour leur faire remarquer, lorsque pour eux le non-vote du Sénat intervient, bien que la majorité qui soutient le gouvernement n'est pas exactement celle qui assure la gouvernance ici, qui fait partie donc de la majorité sénatoriale. Mais je pense qu'entre nous, il n'y a pas de problème ce matin pour le comprendre. Et je vous avoue, et je confesse que cela est plus difficile et que cela a rendu plus incertain et moins cohérent le positionnement politique du Sénat, victime de ce que je pourrais appeler d'un rapport de force quelquefois volatile. Malgré tout, nous avons souvent pu trouver un accord avec le gouvernement et l'Assemblée nationale pour voter un grand nombre de textes gouvernementaux et pour promouvoir des initiatives législatives d'importance. Je vais citer comme cela la première loi, par exemple, du groupe écologiste d'ailleurs, sur les lanceurs d'alerte. Nous avons, il y a, c'était hier encore, voté ici dans un climat, je crois, tout à fait à la hauteur de ce que le Sénat représente aujourd'hui dans la République, la loi d'avenir sur l'agriculture, qui fut un beau moment de débat parlementaire. Et puis il y a les chiffres aussi, hein. Je crois que beaucoup ne les ont pas en tête, mais les chiffres, eux, ils ne mentent pas. En 2013, la navette, c'est-à-dire la participation du Sénat aux textes qui ont été votés, a fonctionné pour plus de 8 textes sur 10. Et sur les 19 propositions de loi définitivement adoptées par le Parlement, Sénat, Assemblée nationale, 13 sur ces 19 avaient pris leur source au Sénat. Ainsi, je crois que nous sommes parvenus, là aussi, je laisse ceux qui ont utilisé ce terme la responsabilité de son nom, nous sommes parvenus à une forme de bicamérisme décomplexé qui nous a permis de faire entendre la voix du Sénat sans pour autant tomber
dans une situation de blocage stérile. Nos deux assemblées, si elles concourent à l'élaboration de la loi, j'espère l'avoir montré, mais aussi au contrôle du gouvernement, n'en sont pas moins différentes. Et d'ailleurs, quoi de plus normal? Le Sénat ne saurait être le clone, la copie conforme, le décalque de l'Assemblée nationale. Montesquieu, que j'ai déjà cité, soulignait lui-même que les deux chambres composant le Parlement devaient avoir, je le cite, des vues et des intérêts séparés. Pour autant, je ne parlerai pas ici de bicamérisme différencié, car je suis attaché plus que tout autre au principe de parité entre nos deux assemblées, dans le respect de nos différences. Et là aussi, il y a un vrai débat, un beau débat qui peut nous animer, et je crois que ces beaux débats honorent la République. Moi, je suis défavorable à toute spécialisation du Sénat. Nous avons des points de vue différents, y compris avec certains de mes amis politiques. Je pense, voyant Michel Mercier, à notre ami Gérard Collomb, avec lequel je suis en complète contradiction lorsque Gérard Collomb pense, lui, que le Sénat devrait évoluer vers une espèce de Bundesrat à la française, représentant ès-qualité des territoires, des régions, des départements et des communes. Moi, je pense au contraire que ce qui fait l'intérêt du bicamérisme à la française, c'est cette compétence législative générale qui permet ce double regard. Et d'abord, je le redis, c'est essentiel pour la démocratie. Nous bénéficions donc d'une assemblée parlementaire de plein exercice. Comme les députés, nous représentons la nation, d'où cette hostilité à la différenciation également, parce que je pense que cette différenciation pourrait permettre la spécialisation législative entre la différenciation du statut des sénateurs par rapport aux députés. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer, mais je redis que ce débat est légitime et j'admets que l'on puisse ne pas être d'accord avec nous, notamment sur la question du cumul des mandats, où il y aurait une spécificité sénatoriale avec donc ce cumul avec une fonction exécutive locale. Je dis pourquoi j'y suis opposé et j'entends ceux qui peuvent avoir un avis différent. Si nous avons la volonté commune de préserver la richesse démocratique de notre bicamérisme, encore faut-il, je voudrais le souligner également, nous engager à l'exemplarité, sans refuser a priori la rénovation de notre fonctionnement. Moi, je suis un défenseur du bicamérisme, mais je souhaite un bicamérisme rénové. Je suis un petit peu dans le fond comme Victor Hugo. Je ne suis pas défenseur d'un bicamérisme conservateur. Nous devons rechercher un Parlement plus moderne, plus proche des préoccupations du quotidien, plus en phase avec les évolutions de notre société. Je crois que la pire des erreurs serait de prêter le flanc, dans le fond, aux caricatures dont je parlais à l'instant, et d'ignorer ces reproches qui nous sont adressés, je le redis très souvent injustement, alors qu'au contraire, nous avons à y répondre et d'une certaine manière à rendre des comptes. La crise terrible que traverse notre pays nous oblige à cette forme d'exemplarité. Je crois que nous n'avons pas, nous, sénateurs, et je sais que beaucoup de mes collègues le partagent, nous n'avons pas à avoir peur du changement. L'immobilisme peut faire prospérer, dans le fond, une idée ancienne, et nous avons tous en tête le référendum de 1969, l'idée de la suppression du Sénat, c'est-à-dire de sa fusion avec le Conseil économique, social et environnemental, ou encore, je le redis, l'idée de la limitation drastique, on voit bien ce qui va se passer en Italie peut-être, car ça va être long, même en Italie, la limitation drastique de ses pouvoirs. Alors certes, la qualité des travaux du Sénat est mise en avant par de nombreux observateurs et de nombreux députés, collègues députés, m'ont souvent dit à quel point ils appréciaient le travail que pouvait effectuer le Sénat pour faire en sorte que les lois que nous votons soient des lois qui puissent s'appliquer tout simplement. Quelquefois, c'est pas vraiment évident. Mais je crois que même si ce constat, dans notre rapport dans la qualité de la loi, nous honore, il risque un jour de ne plus suffire. Il ne s'agit pas seulement d'un problème d'image ou de communication, mais aussi, je crois, d'une question de fond sur notre fonctionnement et la lisibilité de nos travaux. Avec la réforme intervenue en 2013, nous avons fait un bout du chemin de ce point de vue-là, en mettant en place un mode de scrutin plus démocratique, parce que je pense qu'en étendant la proportionnelle, nous avons, en revenant à la proportionnelle à 3, qui avait cours avant qu'elle ne soit modifiée pour être remontée à 4, de ce point de vue-là, nous avons renforcé le pluralisme, je veux dire à 3 départements, pardon, d'utiliser un langage d'initié pour les sénateurs,
Donc vous savez que depuis 2013, nous sommes revenus à un scrutin proportionnel pour les élections sénatoriales dans les départements à 3 sénateurs. Là, je suis peut-être un peu plus clair. Et donc nous avons renforcé le pluralisme et la parité, et nous avons mieux assuré l'égalité des citoyens devant le suffrage grâce à un plus juste équilibre entre les territoires. Dès 2011, je voudrais le signaler, nous avons aussi eu à cœur de nous engager dans la voie de la sobriété financière, la baisse de notre budget, effort qui avait déjà été réalisé par mes prédécesseurs, mais que nous avons largement contribué à accentuer, la baisse de notre budget, la certification de nos comptes par la Cour des comptes, beaucoup d'autres mesures encore, sont autant de réponses aux interrogations légitimes des citoyens. Nous pouvons aussi être fiers d'avoir été les premiers, à cette époque-là, à mener des réformes ambitieuses pour prévenir les conflits d'intérêts, notamment en rendant publiques les déclarations d'intérêt des sénateurs dès l'été 2012. Et l'Assemblée nationale et le président Bartolone sont allés exactement dans le même sens. Plus récemment, nous avons réouvert, dans la perspective du Sénat de demain, le chantier de nos méthodes de travail. Nous avions d'ailleurs eu une concertation et un échange avec le président de l'Assemblée nationale pour faire en sorte que les réflexions que nous pouvons mener soient des réflexions qui soient menées en parallèle et qui convergent, et non pas des réflexions qui pourraient s'opposer. Nos méthodes de travail, elles sont souvent mal comprises, et c'est vrai, je parle devant certains de mes collègues qui ont été des acteurs directs, que l'expérience des 5 ans de révision constitutionnelle depuis 2008, que je n'ai pas voté, que d'autres ont voté, mais dans cette réforme constitutionnelle, j'y vois des éléments positifs. Ce n'est que l'équilibre général qui m'a mené à ne pas le voter. Nous avons dû mettre en œuvre, ici comme je crois à l'Assemblée nationale, un inventaire de la situation dans laquelle nous nous trouvons, car en conférence des présidents ou parmi les sénateurs, nous sommes nombreux souvent à voir les problèmes qui sont posés aujourd'hui par le temps parlementaire, qui souvent est un temps qui provoque beaucoup de frustration et également ne permet pas de légiférer dans des conditions, je dirais, de grande sérénité. Donc il y a des progrès qui restent à faire sur la voie d'une légitimité renforcée de notre bicamérisme. C'est pourquoi je suis très heureux de cette matinée. Je suis sûr que les interventions et les discussions qui jalonneront la journée ouvriront des pistes de réflexion pour nous aider à améliorer encore notre système parlementaire. En conclusion, je voudrais vous dire une conviction, et puis vous savez, les convictions, elles sont toujours illustrées par de grands moments. Je me souviens lorsque l'Afrique du Sud a mis fin au régime de l'apartheid, Nelson Mandela étant le responsable de ce pays, ils ont souhaité, dès leur accès à la démocratie, mettre en place un bicamérisme, et beaucoup ici pourraient témoigner de la venue au Sénat, ici, de la République à Paris, de démocrates sud-africains venus s'inspirer de l'expérience française pour faire en sorte que leur pays opte définitivement vers un régime démocratique. Je crois donc que le bicamérisme est une idée d'avenir, une idée qui a beaucoup, je crois, porteuse de beaucoup d'espoir, car je crois que le bicamérisme constitue la meilleure réponse, dans le fond, à la complexité de notre société, et aussi, vous allez certainement y faire allusion, à la diversité de ce qu'est la France, à la diversité de nos territoires. Je vous remercie. Monsieur le Président du Sénat, cher Jean-Pierre, Monsieur le Président de la FNSSP, mes chers collègues députés ou sénateurs, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'ouvrir avec Jean-Pierre Bel ce colloque consacré au bicamérisme à la française. Pourtant, ma position, vous en conviendrez, n'est pas des plus confortables, puisque je préside l'Assemblée nationale, où les critiques qui s'expriment à l'égard du Sénat sont parfois vives, et cela même si elles émanent souvent de futurs sénateurs. Ce colloque n'en demeure pas moins précieux, car il contribue à cette réflexion, à ce débat que j'estime pour ma part comme inéluctable sur l'évolution de nos institutions.
Les métamorphoses de la société, l'introduction du quinquennat, la révision constitutionnelle de 2008, la perspective de la fin du cumul des mandats, tout nous oblige à penser ou à repenser le fonctionnement à venir de notre démocratie. Vous vous en doutez, je ne suis pas venu ici pour vous délivrer un message négatif sur le bicamérisme. Sans évoquer l'excellence des relations que j'entretiens avec mon homologue et ami Jean-Pierre Bel, je reste convaincu de l'utilité de la navette parlementaire qui participe à la maturation des idées, à l'équilibre des délibérations et à la qualité de la législation, à condition qu'elle soit totalement assumée et que l'on ne soit pas les uns et les autres dans l'idée de se dire, bon, on renvoie au Sénat et on verra l'écriture après. On renvoie au Conseil constitutionnel et on se prononcera après. Il faut que dans ce bicamérisme assumé, la navette ne soit pas une excuse, mais soit un moment d'amélioration de la loi dès la première lecture dans chacune des assemblées. Je note d'ailleurs que le Sénat suscite aujourd'hui moins de critiques qu'il n'en suscitait hier. Sans doute parce que l'histoire récente a montré qu'il pouvait changer, qu'il n'était plus cette anomalie que dénonçait en son temps le Premier ministre Lionel Jospin. À quoi cette expression renvoyait-elle d'ailleurs? Au fait qu'à l'époque, toute alternance politique semblait impossible. Quand la gauche perd, elle perd tout. Quand la droite perd tout, elle conserve le Sénat, pouvait ainsi écrire le regretté Guy Carcassonne. Mais le Grand Conseil des communes de France, comme l'appelait Gambetta, l'Assemblée du Seigle et de la Châtaigne, selon l'expression de Maurice Duverger, a enfin connu l'alternance. Pas simplement en raison des élections qui ont à l'époque modifié la majorité des assemblées locales, mais aussi parce que la sociologie des élus locaux, notamment municipaux, a évolué. Dès lors, assimiler la seconde chambre et conservatisme n'a plus de sens. Si j'utilise ce terme de seconde chambre, ce n'est pas pour être désobligeant, mais je ne peux me résoudre à utiliser l'expression de haute assemblée, qui fait référence à la monarchie, à une époque où la seconde chambre représentait l'aristocratie, époque que nous sommes peu ici, je pense, à regretter. Puisque le Sénat n'a plus de vocation conservatrice ou aristocratique, c'est ailleurs qu'il nous faut rechercher la raison d'être du bicamérisme à la française. Tout d'abord, nul ne peut nier l'ancrage historique de la seconde chambre dans notre pays. Depuis le Directoire, quelle que soit la nature du régime considéré, le bicamérisme a le plus souvent caractérisé, sous des avatars divers, le système institutionnel français. Il fait ainsi partie de notre ADN démocratique. Le droit comparé nous montre que souvent l'existence de deux assemblées se justifie par le caractère fédéral de l'État. L'une des chambres représente la population, tandis que l'autre représente les entités fédérées. Je pense bien entendu aux États-Unis d'Amérique, à l'Allemagne et à bien d'autres pays qui partagent cette analyse et cette organisation. Bien sûr, la France est un État unitaire, mais c'est bien cette prise en compte des territoires de notre pays qui justifie le bicamérisme, du moins si l'on en croit la Constitution, dont l'article 24 dispose « Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Par conséquent, le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée, élue au suffrage direct, représente directement la population. Le Sénat, élu au suffrage indirect, par les élus locaux, mais aussi, entre autres, par les députés, représente les collectivités territoriales. Deux assemblées qui concourent au vote de la loi, au contrôle de l'action du gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Deux assemblées qui, cependant, compte tenu de la spécificité de leur mission et de leur mode d'élection,
ne sont pas sur un strict pied d'égalité. Aujourd'hui, la question est de savoir si nos deux assemblées, par-delà la spécificité de leur mission, seront capables de répondre aux défis du présent, car je ne cesse de le dire, nous ne vivons pas une crise, nous sommes entrés dans un nouveau monde. L'individu a changé, le temps s'est accéléré, les espaces ont été reconfigurés, les exigences des citoyens se sont modifiées. Face à ces évolutions, les institutions de la Ve République font bien souvent l'objet de critiques. Le Parlement n'échappe pas à la règle, il est attaqué tant sur son efficacité que sur sa fonction de représentation. Certes, l'époque et l'espace médiatique ne sont pas propices aux institutions collectives, pas plus qu'ils ne sont propices au temps long de la procédure parlementaire. L'époque préfère l'incarnation et le direct. Pour autant, cela ne peut pas expliquer que le Parlement français soit, si l'on en croit les études les plus récentes, l'un des parlements en Europe pour lequel la part des personnes ayant confiance en lui est l'une des plus faibles, 28% contre 35% en moyenne. Face à cette situation, nous sommes sommés d'agir. Pour cela, nous devons penser l'évolution des institutions comme nous devons penser l'évolution des esprits. S'agissant de l'évolution de nos institutions, elle est d'ores et déjà en marche. Il suffit de penser au nombre de réformes engagées par l'Assemblée et le Sénat au cours des dernières années. Nous connaissons tous ici le travail initié par Jean-Pierre Bel. Rappelons que c'est sous son impulsion et bien avant les lois sur la transparence de la vie publique que pour la première fois dans l'histoire parlementaire, des déclarations d'intérêt public ont été établies. Plus généralement, le président du Sénat a su engager une véritable réflexion sur la déontologie. De la même manière, dès mon élection, je me suis engagé à faire de l'Assemblée une institution plus transparente, plus exemplaire et plus ouverte. Nous avons ainsi décidé le gel de notre budget sur 5 ans, la publicité de l'usage de la réserve parlementaire, la certification de nos comptes par la Cour des comptes, la réduction des frais de mandat des députés, la mise en place d'une nouvelle réglementation pour les représentants d'intérêts, le renforcement des règles sur la publication des votes. Tout cela, réforme permise sans réforme de la Constitution, et je vous renvoie aux propos que j'émettais dès le début de mon intervention sur les réformes qui, elles, seraient aujourd'hui indispensables, mais qui mériteront une réforme de la Constitution. Cette politique des petits pas, engagée par nos deux assemblées, est en train de changer le visage du Parlement sans jamais céder à l'antiparlementarisme. Mais, par-delà ces infimes révolutions, nous sommes aujourd'hui amenés à engager une réflexion plus large sur l'avenir des deux chambres. Jean-Pierre Bel a décidé d'établir avec tous les membres du Sénat un bilan de la révision constitutionnelle de 2008. Quant à moi, j'ai proposé la création d'une mission exceptionnelle composée à la fois de parlementaires et de constitutionnalistes. Elle sera chargée de proposer des mesures concrètes sur l'évolution de l'Assemblée nationale dans la perspective de l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats. C'est une révolution dans la vie politique, j'en suis convaincu. Peut-être une chance pour la démocratie, mais pour cela, elle doit être préparée, anticipée, réfléchie, et pour cela, elle doit mieux définir ce que devra être la fonction de parlementaire une fois cette grande réforme appliquée. La réflexion s'engage. Tous les sujets devront être mis sur la table, qu'il s'agisse des missions, comme des pouvoirs du Parlement, du rôle de chacune des deux chambres, de la procédure législative, des moyens affectés aux députés et aux sénateurs, mais aussi, je le dis devant vous, la question du nombre de parlementaires. Enfin,
je crois qu'il est temps de remettre notre démocratie à l'endroit. Pour cela, il convient de rapatrier les missions qu'exercent aujourd'hui un certain nombre de comités théodules et qui, selon moi, relèvent du rôle du Parlement. Une chose est sûre, nous n'avons pas été élus simplement pour valider les projets initiés par l'exécutif. Nous avons été élus avant tout pour que la volonté des citoyens soit effectivement prise en compte et qu'elle puisse prévaloir sur les logiques administratives, qu'elle puisse prévaloir quand nous légiférons, quand nous contrôlons, quand nous évaluons. Pour paraphraser Peggy, je dirais que nous avons été élus pour que ce qui naît en politique ne meure pas en bureaucratie. Nous ne sommes pas des gestionnaires de la chose publique. Nous sommes des élus. Nous ne sommes pas là pour nous substituer à l'administration, qui remplit d'ailleurs dans notre pays parfaitement ses missions. Nous sommes là pour veiller à ce que la volonté du peuple et de ses élus soit respectée. Nous avons voulu inscrire dans la Constitution que nous sommes une démocratie parlementaire. Il ne faut pas que ce soit simplement quelques lettres, quelques mots, quelques phrases inscrites dans la Constitution, mais que cela devienne une réalité et que l'on puisse s'interroger pour savoir quelles sont les réformes à mettre en place pour que cela devienne une réalité. Voilà pourquoi le bicamérisme est si important, car il permet à cette volonté de pleinement s'exprimer. Car le bicamérisme, c'est l'alliance de la puissance quasi sacrée dans notre pays du suffrage universel direct avec la richesse de nos territoires. C'est la vie et l'histoire des individus ancrés dans la diversité de notre géographie. Ainsi, si je devais répondre à la question « Qu'est-ce que le bicamérisme ?», je répondrais « Le bicamérisme, c'est la traduction institutionnelle de ce qui caractérise notre pays, l'unité dans la diversité. » Vous allez maintenant parcourir l'histoire, recueillir le point de vue des acteurs de la procédure parlementaire, des professeurs de droit ainsi que des médias. C'est à travers tous ces prismes que vous serez en mesure de faire un bilan de ce qu'est le bicamérisme à la française. Je vous souhaite une bonne journée de travail, car ces questions sont essentielles pour le Parlement et donc pour notre pays. Voilà pourquoi je remercie sincèrement les organisateurs de ce colloque de les avoir inscrites à notre du jour. Je les remercie d'autant plus que je suis persuadé que cette manière de revisiter nos institutions et la Constitution seront un gage d'efficacité pour renforcer notre démocratie, seront certainement un sujet, même si pour le moment tout cela paraît trop lointain, qui sera au cœur de la prochaine campagne des élections présidentielles. Merci. Les constituants de 1791 et 1793 n'ont pas voulu du bicamérisme, pas plus que ceux de 1848, considérant que le monocamérisme était la garantie de la primauté d'une assemblée représentative, de la souveraineté populaire. La souveraineté populaire ne s'exprimait que par la voix d'une assemblée. Les républicains de 1875 ont été très réticents à l'idée de ce bicamérisme qui, au fond, pour eux, apparaissait comme une création orléaniste. Et la famille radicale, avant de s'y rallier, pendant des années, Clémenceau en tête, a pourfendu avec beaucoup de violence le bicamérisme. En dépit des prudences de Léon Blum lui-même, on peut dire que la fin des années 30, l'entre-deux-guerres, a été aussi un moment de sénatophobie très marqué, le moment paroxystique étant celui où la Chambre haute va finalement obtenir refuser d'accorder les pleins pouvoirs à Blum et obtenir au fond la fin du Front populaire. Vous le savez aussi, les constituants de la
4e République, à travers toute une séquence constitutionnelle extrêmement troublée, ont abouti à un Conseil de la République consultatif qui dévaluait fortement la portée du bicamérisme. Et puis, le général de Gaulle a remis en question à plusieurs reprises le bicamérisme sur le terrain constitutionnel, considérant dans le discours de Bayeux que le bicamérisme devrait être territorial ou territorialisé. Et pour des raisons plus contextuelles, on en a parlé aussi tout à l'heure, face à la résistance que lui opposait le Sénat de Gaston Monnerville. Et puis le bicamérisme a été critiqué par la gauche sous la Ve République. On a évoqué Guy Carcassonne, Lionel Jospin, la gauche considérant que le bicamérisme faisait le lit du conservatoire des majorités de droite jusqu'en 2011. Donc le bicamérisme a toujours été critiqué dès le début et il l'est encore dans la phase de crise de la démocratie que nous connaissons et qui, comme le disait, je pense, avec raison le président Bartolone, est le fruit et le symptôme d'un changement de civilisation. Alors le bicamérisme a toujours été critiqué, mais il est insubmersible depuis le directoire, et je voudrais montrer comment cette insubmersibilité s'est construite sur des pratiques et sur une évolution, adaptation du bicamérisme. Retour aux origines, c'est le regard de l'historien pour rappeler évidemment l'influence du modèle britannique en passant par Montesquieu et la théorie de l'équilibre de pouvoir qui, au fond, va considérer avant tout une deuxième chambre, l'existence d'une deuxième chambre, donc le bicamérisme, comme un rempart contre les excès de la première chambre et surtout comme un moyen finalement de renforcer le pouvoir exécutif. En affaiblissant les excès d'un pouvoir législatif, en l'équilibrant, on renforce le pouvoir exécutif et cette, je dirais, construction intellectuelle initiale est au fond renforcée, explicitée par l'expérience de la Révolution française et des excès du monocamérisme qui nourrissent la réflexion de ceux qui vont concevoir, au fond, le premier bicamérisme français, Conseil des Anciens et Conseil des 500 sous le Directoire, qui vont composer le premier bicamérisme. Et l'on voit très bien que pour Denou, qui, vous le savez, a rédigé ce projet de constitution de Messidorant III, pour Boissy d'Anglas, qui l'a présenté, la question très, très claire, c'est opposer une digue puissante à l'impétuosité du corps législatif. Cette digue, c'est la division des deux assemblées. Et l'on voit bien qu'on est finalement dans la continuité de Montesquieu et dans l'idée d'une chambre, au fond, de défiance vis-à-vis du pouvoir législatif. Alors, il y a la pratique ensuite qui se met en place et la fonction de validation au fond, de ce que doit être le bicamérisme. Le Conseil des Anciens a la même légitimité que le Conseil des 500. Ils sont élus par les mêmes assemblées électorales. Ils doivent siéger en même temps. Et le Conseil des Anciens dispose d'une capacité de blocage législatif. C'est lui, au fond, qui valide le processus législatif du Conseil des 500, qui doit attendre une année en cas de rejet d'une résolution. La deuxième notion que crée, me semble-t-il, la période du directoire, c'est l'idée de ce tropisme notabilitaire ou notabiliaire qui a marqué très longtemps le bicamérisme, mais qui est en réalité une volonté de rendre plus vertueuse la construction législative par la qualité même de ceux qui valident, qui doivent avoir plus de 40 ans, qui doivent être mariés ou veuves, et dans l'esprit donc de ces constituants de 1795, ce sont des hommes vertueux. Et c'est cette vertu qui permet la sagesse, la modération et l'amélioration qualitative de la production législative. À partir de ce modèle du directoire, le reste est adaptation et amélioration du système. Je passe sur les périodes impériales où le bicamérisme est en fait noyé dans un multicamérisme contrôlé par le pouvoir exécutif. La période fondatrice, la période fondamentale, me semble-t-il, on ne l'a peut-être pas assez évoqué ici, mais c'est
est finalement assez logique, c'est quand même celle des monarchies censitaires, puisque les chartes de 1814 et de 1830, vous le savez, inventent véritablement ce qu'est le gouvernement représentatif à travers un certain nombre de pratiques constitutionnelles, et vont véritablement inventer, co-instaurer la coproduction législative bicamérale. C'est à partir de ce moment-là, véritablement, que la deuxième chambre participe à la production législative. On retrouve évidemment dans cette période des monarchies censitaires le tropisme notabiliaire dont je parlais tout à l'heure, à travers l'aristocratie de naissance et de fortune, la fonction de pair étant d'abord héréditaire à partir de 1815, ce qu'on appelle le majorat à partir de 1817, qui est une exigence de richesse pour ceux qui incarnent la deuxième chambre, mais aussi, et c'est ce qui est nouveau par rapport au directoire, cette construction équilibrée de la production législative. La puissance législative, nous dit l'article 15 de la charte de 1814, s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés, avec un vote qui doit être le vote de chaque chambre pour chaque projet de loi et une capacité de résistance à l'exécutif qui s'est marquée à plusieurs reprises sur plusieurs votes de la part de la Chambre des pairs. Évidemment, il y a des limites dans cette période fondatrice, des limites qui sont celles d'abord de la priorité à la Chambre des députés. Le droit d'amendement des pairs est très limité sous la période des monarchies censitaires, et surtout une limitation qui vient de l'exécutif, puisque c'est l'exécutif qui est à l'initiative des lois, et c'est l'exécutif qui s'assure de la docilité de la Chambre des pairs avec ces fameuses fournées de pairs, c'est-à-dire ces nominations de pairs incessantes qui permettent de domestiquer véritablement la Chambre des pairs, aboutissant à la loi du 29 décembre 1831, que vous connaissez tous, et qui finit par voter l'abolition de l'hérédité des pairs et rend au fond la Chambre des pairs malléable à merci au profit du monarque. Ce qui fait dire à Saint-Marc Girardin en novembre 1845, vous avez par le vice inhérent aux catégories une hiérarchie de fonctionnaires retraités. Et à ce moment-là, il est vrai, à la fin de la monarchie de Juillet, que la Chambre des pairs est devenue une sorte de chambre des fonctionnaires retraités, ce qu'elle est loin d'être aujourd'hui, je le précise. La deuxième phase d'adaptation est celle, bien sûr, de la démocratie parlementaire. Et là, je distinguerai, pour aller très très vite, vous me pardonnerez de traiter toutes ces choses au galop, quatre étapes majeures. La première est celle du bicamérisme transactionnel des débuts de la Troisième République, qui invente d'abord la fonction de légitimation du Sénat, puisque c'est d'abord à partir des textes d'Auguste Casimir Périer, d'Édouard de La Boulaye, grand connaisseur du modèle américain, de son amendement modifié par Henri Vallon, député centriste comme Casimir Périer et La Boulaye, que se met en place ce fameux amendement qui dit que le président de la République est élu par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Nouvelle fonction qui apparaît donc pour le Sénat de légitimation du président de la République et, vous le savez, au fond, de la République elle-même par le truchement de cet amendement. Insistons à ce moment de la réflexion sur ce compromis que constitue ce bicamérisme des débuts de la Troisième République, et grâce à Gambetta, qui fait sortir le Sénat d'un parti républicain qui n'en voulait pas. Pourquoi ? Mais parce que ce Sénat va être une chambre des notables. 3/4 des membres sont élus pour 9 ans. Les fameux inamovibles qui constituent une partie du Sénat de la Troisième République. Des présidents qui, jusqu'à la fin du XIXe siècle, sont plutôt des présidents conservateurs et une tradition de modernité, voire de conservatisme en matière de réformes sociales, judiciaires, etc. C'est incontestable qu'on a là cette tradition notabiliaire née déjà sous le Directoire qui se prolonge sous la Troisième République. Mais avec deuxième étape très importante qui est la naissance par la pratique et non seulement par les institutions, c'est-à-dire les lois constitutionnelles de 1875, d'un bicamérisme équilibré. Pourquoi ? Parce que les radicaux, qui, à partir de 1875, sont très hostiles
au bicamérisme, qui le critiquent, qui obtiennent des aménagements, et notamment en 1884, la suppression des sénateurs inamovibles, eh bien, les radicaux vont devenir eux-mêmes les piliers du bicamérisme, et le Sénat va devenir la chambre radicale par excellence à la veille de la Première Guerre mondiale, et identifier finalement le bicamérisme avec ce qui fait le fondement socio-culturel et politique de la Troisième République, à savoir cette République radicale. Il faudrait des heures pour en reparler. On a donc à partir de là l'expérience d'un bicamérisme équilibré. La coproduction législative est en place. Le Sénat bénéficie de privilèges comme la fonction judiciaire qui apparaît aussi. Le Sénat peut se transformer en haute cour de justice, vous le savez, pour juger les attentats contre la sûreté de l'État ou les actes imputables au président de la République et aux ministres. 1889, Boulanger, 1899, Déroulet, 1918, Malvy. Le président du Sénat vient immédiatement après le président de la République dans l'ordre des préséances. Et le président du Sénat est celui qui préside l'Assemblée nationale, qui élit le président de la République, où l'on retrouve la fonction de légitimation qui était née au début de la Troisième République. Et grâce à ce bicamérisme équilibré, on voit comment le Sénat devient l'antichambre du pouvoir au début du XXe siècle. 8 gouvernements sur 14 sont dirigés par des sénateurs. Lapsus inexact, puisque ce ne sont pas des conservateurs. Clémenceau, que je sache, n'était absolument pas un conservateur. 8 gouvernements, donc à la Belle Époque, sont dirigés par des sénateurs. Et ce bicamérisme équilibré, cet approfondissement du rôle du Sénat dans les institutions et dans la pratique institutionnelle se marque notamment le 18 mars 1913, lorsque le gouvernement d'Aristide Briand est renversé suite à une question de confiance posée au Sénat et qui va permettre, pour la première fois dans notre histoire constitutionnelle, ce renversement, même si ce sera contesté par des juristes comme Joseph Barthélemy, ce renversement du président du Conseil, d'un gouvernement par le Sénat. La troisième étape de cette adaptation à la démocratie parlementaire, c'est le parlementarisme de guerre. On commémore cette année le centenaire de la Première Guerre mondiale, où l'on s'aperçoit que le rôle du Sénat est renforcé pendant cette période, et notamment les grandes commissions, les commissions de l'armée et des affaires étrangères du Sénat, jouent sans doute le rôle majeur dans une vie parlementaire qui est une vie parlementaire extrêmement active, contrairement à certaines idées reçues du passé, mais que les historiens ont contrebattu. Ce rôle des commissions sénatoriales est fondamental, notamment la commission de l'armée, présidée par Georges Clémenceau, qui procède par exemple à 125 auditions de différents membres du gouvernement pendant la période de décembre 1914 à novembre 1918, et les archives du Sénat témoignent de cette richesse. Donc la période de la guerre, de la Première Guerre mondiale, a renforcé encore ce rôle du Sénat dans la pratique constitutionnelle. Évidemment, il y a un discrédit qui arrive à la fin des années 30. On a dit l'opposition du Sénat au Front populaire, notamment de la commission des finances du Sénat dirigée par Joseph Caillaux, et une sorte de sénatophobie qui réapparaît à la gauche de l'échiquier politique, et au fond, dont l'aboutissement, en passant par la période de la Seconde Guerre mondiale et par l'esprit de la résistance et l'esprit de la renaissance constitutionnelle à la libération, aboutit à ce que le bicamérisme de la Quatrième République, la création de ce Conseil de la République sous la Quatrième, soit une sorte de mono-bicamérisme, comme l'a souligné un juriste qui réfléchissait à ces questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en dépit de ce discrédit, de cette phase de rejet du bicamérisme et de cette sous-estimation du rôle de la deuxième chambre, eh bien, il y a une remontée qui se produit sous la Quatrième République.
Les étapes sont connues. 1948, le scrutin majoritaire revient, la légitimation des sénateurs redevient celle de la Troisième République, l'usage du titre de sénateur revient aussi en 1948, et puis à partir de 1955, eh bien, les sénateurs retrouvent ce rôle de coproducteurs législatifs qu'ils avaient perdu depuis 1946. Et au fond, ce qui arrive à la Ve République, c'est-à-dire la dernière phase d'adaptation du bicamérisme à ce qu'on pourrait appeler la démocratie présidentielle. C'est une vision d'historien, les juristes diraient parlementaire présidentielle, semi-présidentielle. Je l'appellerai présidentielle, je pourrais me justifier, mais on n'en a pas le temps. Cette adaptation à la démocratie présidentielle, au fond, s'inscrit dans la logique annoncée par la remontée et le rééquilibrage du bicamérisme sous la IVe République. Les constituants de la Ve République vont choisir une voie moyenne entre le bicamérisme égalitaire, équilibré de la Troisième République, et ce qu'était le bicamérisme très inégalitaire des débuts de la IVe. Simplement, il faut voir que dans l'esprit des constituants, dans l'esprit de Michel Debré, comme il le souligne devant le Conseil d'État le 27 août 1958, le Sénat est conçu dans la perspective d'un renforcement majoritaire. Au fond, on n'est pas si loin d'ailleurs de l'héritage du Directoire et de Montesquieu. Un Sénat, dit-il, dont le rôle principal est de soutenir, le cas échéant, un gouvernement contre une assemblée trop envahissante parce que trop divisée. C'est l'idée, c'est l'esprit de ce Sénat de la Ve République. D'où naturellement le retour de ce tropisme notabiliaire dont je parlais tout à l'heure. Je ne reviens pas sur le mode d'élection des sénateurs et sur cette célèbre expression, les élus du seigle et de la châtaigne, qui, nonobstant l'évolution récente du Sénat, a quand même marqué, en tout cas, l'image et la réception qu'on se faisait du rôle du sénateur. Ensuite, il y a aussi, dans cette Ve République, un rôle de coproduction législative qui réapparaît. Les sénateurs sont à l'initiative des lois qu'ils discutent et votent contre les députés. Il y a même la possibilité, vous le savez, pour le Premier ministre, de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, mais sans vote de confiance. Simplement, la capacité d'opposition à l'exécutif est corsetée, à l'exception de la procédure de révision constitutionnelle. Néanmoins, en dépit de ce retour finalement aux origines d'un Sénat, je dirais, barrière, rempart contre les excès du législatif, deux éléments d'autonomisation quand même apparaissent pour l'historien. Ces deux éléments relevant de la pratique constitutionnelle, de la pratique historique, des pratiques de résistance oppositionnelle souvent spectaculaires. Elles ont été évoquées, le rôle de Gaston Monnerville, de la fronde antigaulliste de 1962, qui vaudra à la Chambre haute une période de quarantaine, des demandes de vote bloquées en permanence, le dernier mot presque systématiquement accordé à l'Assemblée nationale. Et il faut attendre l'arrivée à Matignon de Jacques Chaban-Delmas, ancien président de l'Assemblée nationale, mais parlementaire convaincu ou parlamentariste convaincu, pour voir un Premier ministre revenir assister à un débat au Palais du Luxembourg. Ce qui n'empêche pas, je le répète, la résurgence de ces pratiques oppositionnelles, l'opposition de 1971, la fameuse fronde de 1971, la fameuse fronde aussi des années 80 contre les réformes sociale des gouvernements Mauroy et Fabius, l'opposition spectaculaire de l'été 1984 contre les projets Savary d'un grand service public unifié, la question préalable du 8 août 1984, tout cela traduit bien cette effervescence oppositionnelle, cette capacité oppositionnelle dont fait preuve le Sénat de la Ve République, et on l'a rappelé depuis 2011 aussi face à des pouvoirs plus récents. Le deuxième élément d'autonomisation qui découle, là encore, d'un regard historique, eh bien, c'est
tout simplement la découverte de l'alternance, la découverte de l'alternance qui est une grande innovation, on en a parlé tout à l'heure. On la doit beaucoup à la loi de juillet 2003, me semble-t-il, puisque en augmentant le poids du suffrage proportionnel, du scrutin proportionnel dans l'élection des sénateurs, eh bien, on permet un rééquilibrage que l'évolution politique, évidemment, a accentué. Alors pour conclure, et en m'excusant d'avoir été si schématique et si rapide dans le propos, cette histoire du bicamérisme sur 2 siècles est une histoire évidemment très, très, très contrastée, parce que, je le répète, en permanence, le Sénat est en but à des critiques. Il est associé à la culture orléaniste, la culture fondatrice du gouvernement représentatif, et à des pratiques conservatrices qui ont incontestablement émaillé son rôle sous toutes les républiques. La question fondamentale étant celle de la légitimité du Sénat au cœur de la problématique, son mode de recrutement d'abord au XIXe siècle et son mode de scrutin par la suite. Bon, ça c'est la première chose. Et en même temps, on voit très bien une phase de reconnaissance du rôle du Sénat sous la Troisième République, avec cette coïncidence du Sénat et de la République radicale, donc de l'esprit d'une France des terroirs que l'on retrouve sauvegardé ici, conservé et je dirais même argumenté pour solliciter le bicamérisme. Et puis le Sénat, ce sont aussi des grandes figures, certaines ont été évoquées, de Victor Hugo au fond jusqu'à Robert Badinter, en notant d'ailleurs avec amusement, mais au fond de manière assez logique, que la plupart des grandes figures du Sénat étaient d'anciens détracteurs du bicamérisme. Ce sont aussi des grands débats, j'en ai évoqué quelques-uns, mais les grands débats, y compris sur la laïcité sous la Troisième République, se font très largement au Sénat. Les grands débats de société de la Cinquième sont aussi très inhérents au bicamérisme. C'est aussi le Sénat ou le bicamérisme la possibilité des majorités d'idées, qui tranche avec le reste de notre vie politique, c'est la possibilité de dépolitiser un certain nombre d'enjeux, et c'est évidemment la capacité à représenter les territoires. Alors en fonction de tout ça, on voit bien, et on comprend que je termine dans 15 secondes, et l'on comprend que les sondages, même assez récents, qui sont faits sur le Sénat, le jugent finalement utile à l'élaboration des lois et reconnaissent finalement cette culture de coproduction législative qui est celle du Sénat. En revanche, on voit très bien que ces sondages le jugent très peu représentatif, le jugent très peu moderne, et l'on voit bien là qu'il y a des enjeux de légitimité qui se posent au Sénat d'aujourd'hui, des enjeux d'efficacité qui se posent à lui, et des enjeux qui tiennent à l'image d'opacité, d'abus qui a pu lui être associé, qui a pu être associé au bicamérisme. Là, on entre dans un terrain qui a déjà été défriché par les présidents et sur lequel je ne vais pas m'aventurer. Simplement, on voit bien qu'il y a là un enjeu d'information, un enjeu de pédagogie, un enjeu de rénovation. Il y a ici précisément des représentants à la fois du monde universitaire et du monde médiatique qui ont un rôle, me semble-t-il, décisif à jouer dans la connaissance précise de ce bicamérisme et justement dans l'amélioration de ce que pourrait être un bicamérisme rénové. Merci. Alors la parole est maintenant à Monsieur de Rosier qui va nous transporter hors de France. Le bicamérisme, c'est le symbole du conservatisme, le symbole de l'existence de 2 catégories de personnes. Et d'ailleurs, lorsqu'il a été introduit en France, le Sénat, par la Constitution de l'an 8, portait le nom officiellement de Sénat conservateur. Il ne fallait pas y voir là, bien évidemment, un côté politique et bien davantage un côté juridique conservateur de la chose constitutionnelle, mais néanmoins cet aspect, cette dimension conservatrice s'est poursuivie au fil des âges, au point que encore aujourd'hui on s'interroge de savoir si le Sénat et le bicamérisme français est véritablement progressiste.
En dehors de nos frontières, disais-je, le bicamérisme est synonyme de conservatisme en ce que il est apparu en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pour séparer le peuple bourgeois et chevalier de la noblesse et du clergé. Et c'est ainsi que l'on a commencé à parler d'une chambre basse et d'une chambre haute. Et d'ailleurs, lorsque Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, présenta le bicamérisme dans son célèbre De l'esprit des lois, et il ne fallait pas compter sur lui, bien entendu, avec un nom pareil, pour faire œuvre de progressisme, et il justifia ce bicamérisme par son esprit conservateur. Je cite brièvement, il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs, et pour synthétiser, ils ne doivent pas se mélanger avec le bas peuple. Il faut leur offrir une chambre spécifique. C'est là l'origine de cette double représentation, notamment en dehors de nos frontières. Et sans doute peut-être parce qu'il y a cette dimension conservatrice, le bicamérisme aujourd'hui en Europe n'est absolument pas prédominant. C'est le monocamérisme qui prédomine. Dans les 28 États de l'Union européenne, il y en a 15 qui sont monocaméraux et 13 qui sont bicaméraux. Presque une égalité. Mais si l'on va au-delà et que l'on regarde les 5 États qui pourraient devenir membres de l'Union prochainement, ils sont tous monocaméraux, et si l'on élargit ensuite au-delà des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne mais qui sont en Europe, ils sont tous, là encore, non pas tous, il y en a 5 qui sont monocaméraux et 5 qui sont bicaméraux, ce qui porte au total à 25 États monocaméraux et 18 États bicaméraux. Qu'est-ce que vient justifier alors le bicamérisme ? Quelles interrogations peut-on avoir? Y aurait-il notamment, puisque l'on parle d'une représentation de la nation, d'une représentation des territoires, y a-t-il un lien précisément entre la taille de l'État par son territoire et la taille de l'État par sa population qui pourrait déboucher sur un bicamérisme? De prime abord, on pourrait trouver un tel lien, et on ne s'étonne pas qu'un pays tel que Malte, qui fait 316 km² pour 400 000 habitants, soit monocaméral, de même pour Luxembourg, Chypre ou le Danemark, et à l'inverse, on ne s'étonne pas que les États parmi les plus grands d'Europe soient bicamérales, tels la Russie, bien entendu, plus grand pays du monde et fédération, la France, plus grand pays de l'Union européenne, ou encore l'Allemagne, l'Espagne ou le Royaume-Uni, les plus grands pays par leur taille ou leur population ne sont pas monocaméraux, sont bicaméraux. Mais on a néanmoins des surprises. La Turquie, par exemple, qui est l'un des plus grands États d'Europe, avec 783 000 km² et 76,7 millions d'habitants, est un État monocaméral. De même, l'Ukraine, qui est l'État le plus grand de l'Europe continentale, avec 603 000 km², en dehors de la Russie bien sûr, est un État monocaméral. Et dans l'Union européenne, la Grèce, qui est un État relativement grand et peuplé, est un État monocaméral, ou encore la Suède ou la Finlande. À l'inverse, surprise dans l'autre sens, la Slovénie, qui fait partie des plus petits États d'Europe, avec 20 000 km² et 2 millions d'habitants, est un État bicaméral, ou encore l'Irlande, qui ne compte que 4,5 millions d'habitants et 70 000 km², est un État bicaméral. Voilà, je ne rentrerai pas davantage dans ces études statistiques et cette description géographique de l'Europe, mais je voulais dresser rapidement ce petit portrait. Alors, quels sont les enjeux du bicamérisme moderne en dehors de France? Eh bien, le bicamérisme, c'est au Parlement, et donc, à l'instar de tout Parlement, c'est représenter, légiférer et contrôler, les 3 missions classiques d'un Parlement. Et avec un bicamérisme, c'est représenter, légiférer, contrôler doublement, à double voix, avec 2 chambres. Il s'agit donc aujourd'hui de dépasser ce conservatisme par une nouvelle légitimité du bicamérisme qui ne repose pas sur une différence de corps, sur une différence de sang,
mais sur autre chose, par exemple le territoire. Et au-delà de cette légitimité, une justification à ce bicamérisme. Pourquoi existe-t-il? Que vient-il faire? Et en quoi est-il utile? Eh bien, ce sont ces différentes questions que je vais essayer de vous présenter brièvement en évoquant, en étudiant la légitimité du bicamérisme et en vous démontrant qu'il est effectivement légitimé, puis sa justification en vous exposant en quoi est-ce qu'il est justifié. Et vous aurez compris que moi-même je suis un horrible conservateur puisque je tombe dans ce plan en deux parties qui sera également suivi de deux sous-parties. D'une part un bicamérisme légitimé et d'autre part un bicamérisme justifié. Cette légitimité du bicamérisme, dans un premier temps, repose bien évidemment sur sa représentation, sur ce que représentent les deux chambres du Parlement. Et s'il y a deux chambres, c'est que la représentativité est différenciée. Elle ne représente pas la même chose. Et cette différenciation est véritablement recherchée. Une représentativité différenciée d'une part et une différenciation recherchée d'autre part, seront les deux temps de cette première partie. Une représentativité différenciée, cette légitimité différente est la raison d'être du bicamérisme. Que ce soit dans les temps anciens, comme au XIVe siècle, lorsque, pour la première fois, le Parlement d'Angleterre s'est réuni en deux chambres sous le règne d'Édouard III, c'était pour, comme je le disais, ne pas mêler deux catégories de personnes au sang différent qui ne devaient donc pas se mélanger. Et aujourd'hui, cette raison d'être a disparu, sauf en Angleterre, mais on cherche encore à différencier les légitimités, notamment en faisant reposer pas seulement, mais dans la plupart des cas, sur une légitimité du peuple d'une part et du territoire d'autre part. Cela a pour conséquence immédiate que ce que l'on appelle parfois le bicamérisme égalitaire et que l'on décrit pour évoquer soit l'Italie jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ou même la France quelque part fait office d'un exemple de bicamérisme égalitaire est parfaitement inexact. Le bicamérisme égalitaire n'existe pas, ne peut pas exister, puisque ce à quoi on fait référence en disant cela, c'est éventuellement la législation, la procédure législative, mais ce n'est pas la seule mission d'un Parlement. Il y a représenter et contrôler, comme je le disais tout à l'heure, et dans ces autres missions, il y a toujours au moins une différenciation nécessaire, sinon le bicamérisme ne se justifierait absolument pas, on ferait deux fois exactement la même chambre. C'est dans la représentation, dans la représentativité, il y a une légitimité nécessairement différente, et sans avoir étudié tous les États du monde qui ont des parlements bicaméraux, je suis assez prêt à parier pour dire qu'il n'y en a aucun qui présente un Parlement avec deux chambres reposant exactement sur la même légitimité. Cette différenciation, donc, est également recherchée. Recherchée parce que l'on souhaite créer une double représentation. Si le Parlement représente la nation dans les démocraties modernes, la nation renvoie à une représentation du peuple et d'autre chose. De quoi? De quoi, et ensuite, comment représenter cette autre chose? Traditionnellement, classiquement, ce sont les territoires que l'on représente, mais pas toujours. On représente également, parfois, des catégories de personnes. Alors une double représentation de quoi d'abord? Comme je le disais, des territoires ou d'une catégorie de personnes. Territoire, c'est le plus classique, c'est ce que l'on retrouve dans la plupart des parlements bicaméraux, en Allemagne bien sûr, classique avec le Bundesrat qui représente les Länder, le Sénat américain qui représente les 50 États, en Autriche, en Belgique, je ne vais pas vous dresser toute la liste, mais la plupart des États européens représentent les territoires. La France également bien sûr, qui représente les territoires, mais qui, en 1969, cela a été évoqué tout à l'heure, a failli représenter, en plus des territoires, autre chose, puisque la révision de 1969 proposait de transformer le Sénat, de le régionaliser, toujours en conservant une représentation des territoires des régions, mais en y associant une représentation des activités économiques, sociales et culturelles, afin de fondre dans le Sénat le Conseil économique
économique et social. Et il y a d'autres États européens rares, 2 a priori, en plus du Royaume-Uni, qui représentent ainsi des catégories de personnes. C'est l'Irlande, qui envoie dans la deuxième chambre des représentants professionnels élus par des panels professionnels, des représentants des universitaires. Les universitaires désignent des représentants ès-qualité à cette deuxième chambre, et le Premier ministre est en charge également de nommer un certain nombre de membres de cette deuxième chambre. De même, en Slovénie, on a un petit peu le pendant de ce Sénat de 1969 où les communautés locales sont représentées, mais les syndicats désignent également des membres de la deuxième chambre. Je ne reviens pas sur l'exemple de la Chambre des Lords, si ce n'est pour évoquer très brièvement la profonde réforme dont cette Chambre a fait l'objet en 1999 afin de mettre un terme à la pairie héréditaire. Nul ne peut être père par voie d'hérédité. Les anciens pères héréditaires sont appelés désormais à élire 90 d'entre eux pour siéger à la Chambre des Lords à vie, et les autres pairs sont nommés par la reine sur proposition du Premier ministre. Un quatrième et dernier exemple qui mérite d'être mentionné, qui n'est pas encore dans l'Union européenne, qui pourra la rejoindre un jour, c'est celui de la Bosnie-Herzégovine, où la deuxième chambre, vous connaissez cette particularité de la Bosnie-Herzégovine qui réunit en réalité presque 3 États, ou en tout cas 3 ethnies. Eh bien, la deuxième chambre représente précisément ces 3 ethnies, bosniaques, serbes et croates, à raison de 5 membres par ethnie. Alors, double représentation de quoi? Je l'ai dit, territoire aux catégories de personnes. Double représentation, comment? Classiquement, on a une désignation par l'élection, ce qui est conforme à la démocratie, qu'elle soit directe ou indirecte, et généralement, lorsqu'il s'agit d'une représentation du territoire, la base est alors régionale, alors qu'elle est inscrite nationalement, je dis inscrite nationalement parce qu'il y a des circonscriptions, mais dans une perspective nationale pour la première chambre, celle représentant le peuple, tandis que lorsqu'il s'agit de représenter les territoires, la base d'élection est régionale. Que ce soit au suffrage universel direct ou au suffrage universel indirect, on a un petit peu de tout, et parfois les deux qui se mélangent, comme en Belgique ou en Espagne. Mais il arrive également qu'il s'agisse de membres nommés ou de membres de droit. J'avais cité les membres nommés par le Premier ministre en Irlande tout à l'heure. Les membres de droit, c'est l'exemple classique du Bundesrat allemand, où ce sont des représentants du gouvernement des différents Länder, dont le nombre de représentants varie en fonction de la population du Land en question et de son poids au Bundesrat. De même, autre exemple encore qui fait figure de grande exception, bien sûr, c'est l'exemple britannique avec la Chambre des Lords, où il n'y a pratiquement que des membres nommés, puisque certes, les pairs héréditaires élisent 90 d'entre eux, mais bon, ils ont quand même été pairs héréditaires à un moment donné de leur vie, et cela résulte d'une nomination. Voilà comment ce bicamérisme est légitimé, et ce que je dis à propos du bicamérisme hors de France me paraît tout aussi valable et éclairer le bicamérisme français. Ce bicamérisme, en plus d'être légitimé, est également justifié. Lorsque l'on crée une double représentation, c'est pour des fins spécifiques, pour un objectif particulier. On assigne des missions au Parlement, des missions aux 2 chambres, au-delà de la représentation, cette mission du contrôle et cette mission de la législation. Et ces missions peuvent être soit différenciées en fonction des 2 chambres, soit dédoublées, et elles sont alors quasiment identiques dans les 2 chambres. Voyons ce qu'il en est des missions différenciées et des missions dédoublées. Des missions différenciées, je procéderai systématiquement dans ces 2 temps, en analysant d'une part la différenciation dans la législation et puis la différenciation dans le contrôle.
différenciation dans la législation, c'est-à-dire des compétences différentes affectées à chacune des deux chambres dans la procédure législative. Cela a un but très clair, c'est d'assurer l'efficacité de la décision. En réalité, lorsque l'on procède ainsi, assez classiquement, on donne le soin de faire la loi à l'une des deux chambres, celle qui représente le peuple, la première chambre, et on donne la possibilité à la deuxième chambre de fournir un avis, de proposer des amendements, parfois d'amender, mais c'est toujours la première chambre qui a la décision. Il en va ainsi notamment en Allemagne, où le Bundesrat a parfois un veto absolu lorsque la loi concerne les compétences des Länder, ou un veto surmontable par un vote à la majorité absolue du Bundestag, la première chambre, et en revanche ne peut pas amender directement le texte, sauf par la voie de présentation d'amendements, mais qui doivent être ensuite intégrés, le Bundesrat ne peut pas les intégrer lui-même, qui doivent être ensuite intégrés par le Bundestag. Il en va un petit peu différemment en Autriche et en Espagne, où les chambres ont également un veto suspensif seulement, il peut toujours être surmonté par l'autre chambre, et en revanche un droit d'amendement, et c'est également le cas du Royaume-Uni, où là, pour le coup, le veto de la Chambre des Lords est véritablement suspensif, en ce qu'il diffère le vote d'un an. Initialement, la Chambre des Lords avait un véritable droit de veto, et au début du XXe siècle, en 1911, si ma mémoire est exacte, on a supprimé ce droit de veto par un veto suspensif de 2 ans, rapporté à 1 an à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, si ma mémoire est exacte, encore une fois. Mission différenciée également dans le contrôle. Ici, cette différenciation est quasi systématique et généralement importante. La logique est la suivante. Le gouvernement est responsable devant la nation, donc généralement devant les deux chambres du Parlement, comme c'est le cas en France et comme cela a été rappelé par le président Bell tout à l'heure. Mais cette responsabilité ne peut directement être mise en cause, c'est-à-dire comprenez censure ou renvoi du gouvernement seulement par le peuple, donc par les représentants du peuple, donc par la première chambre. Cela a généralement une conséquence directe quant au droit de dissolution du Parlement. On ne peut dissoudre que la chambre devant laquelle le Parlement est pleinement responsable, c'est-à-dire la première chambre. Il faut signaler un contre-exemple, le contre-exemple espagnol, où le gouvernement ne peut être censuré que par la première chambre, mais il peut en retour censurer les deux. Voilà pour la différenciation. Voyons ce qu'il en est du dédoublement. Des missions dédoublées, j'ai bien noté, Monsieur le Président, qu'il me reste 2 minutes et je m'y tiendrai. Des missions dédoublées dans la législation, cela tend à rechercher une véritable discussion, associer pleinement la deuxième chambre à la discussion législative, mais cela n'est pas sans risquer un blocage. C'est pourquoi parfois l'inégalité est moindre et on les associe pleinement, tout en laissant un dernier mot in fine, comme en France, mais également en Belgique sur certaines matières à la première chambre. Le contre-exemple notoire ou l'exemple de l'égalité parfaite en matière législative, c'est l'Italie, et c'est la raison pour laquelle le Sénat italien est moribond aujourd'hui et qu'il risque fortement de disparaître dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. En revanche, il y a un domaine législatif où l'égalité est presque toujours parfaite, c'est le domaine constitutionnel, ou même dans les États où la deuxième chambre n'est que nommée ou composée de membres de droit, l'égalité est parfaite. Je pensais par exemple à l'Allemagne, mais ce n'est pas toujours le cas. En Espagne, en Autriche, la première chambre peut dépasser le vote de la première, même en matière de révision constitutionnelle. Quelques mots sur des missions dédoublées dans le contrôle. C'est là un dédoublement problématique. Je cite à nouveau l'exemple italien, où le gouvernement est encore aujourd'hui responsable devant les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, ce qui lui impose de toujours composer avec différentes majorités, et ce qui n'est pas sans expliquer l'instabilité gouvernementale italienne, et à justifier cette phrase célèbre du nouveau président du Conseil, qui a dit d'une part:
Je suis le premier président du Conseil italien à ne pas pouvoir être membre de votre noble Assemblée, puisqu'il a 38 ans et qu'il faut en avoir 40 pour siéger au Sénat. Et d'autre part, je serai le dernier président du Conseil à susciter votre confiance, puisque je vais vous réformer et, entre guillemets, vous assassiner. Voilà pour ce panorama. Quelques mots conclusifs dans les quelques secondes qui me restent. Pour cette typologie, vous l'aurez compris, le bicamérisme aujourd'hui repose essentiellement sur la territorialité, et c'est pourquoi il me semble parfaitement impropre de parler de chambre haute et de chambre basse. Cela prône le conservatisme qui n'a plus lieu d'être en matière de bicamérisme, et que tout au long de ma communication, vous l'aurez entendu, je parlais de première et de deuxième chambre, ce qui me semble beaucoup plus justifié. Deuxième élément conclusif et dernier, ce bicamérisme est donc nécessairement inégalitaire, comme je vous l'ai démontré, et il présente certainement un enjeu pour la démocratie, une meilleure représentation, une meilleure législation, une meilleure qualité du contrôle et de la loi. Mais quand on se pose la question de savoir jusqu'où une chambre moins démocratique, puisque moins représentative du peuple, peut bloquer la décision d'une chambre pleinement représentative du peuple, jusqu'où une multiplication de la représentation démocratique n'entrave-t-elle pas la démocratie, exemple italien à l'appui, le bicamérisme, plus qu'un enjeu, présente véritablement un défi. Et j'espère que nous allons le relever aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà, vous avez donc pu suivre ce colloque sur le bicamérisme à la française, le bicamérisme un enjeu pour la démocratie. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.